Bonjour, nous sommes le vendredi 25 février 2022 et aujourd'hui j'ai donné délibérément un titre méchant à mon exposé. Ça s'appellera Sauver l'Ukraine et ou le capitalisme. Et ou avec un slash, voilà. On a l'option de lire ça comme sauver l'Ukraine et le capitalisme ou de lire ça comme sauver l'Ukraine ou le capitalisme. Alors vous avez compris de quoi je vais vous parler. La Russie a envahi l'Ukraine hier sur le plan militaire. Je vous en ai parlé au moment même. J'avais déjà fait une série de vidéos qui s'appelait Et maintenant la guerre, dont la première était il y a un mois, le 26 janvier. Je vous ai parlé de ça de manière régulière en tant que lanceur d'alerte. Maintenant, il s'agit, la parole est aux commentateurs de type militaire pour vous dire qu'il y a autant de chars ici, des bombardements de ce type-là, des parachutistes qui sont tombés autour de telle base militaire ou aéroport. C'est pas mon rayon, c'est pas des choses que je connais bien. Par contre, je peux parler des implications financières et économiques de ce qui est en train de se passer. On m'a d'ailleurs appelé hier du côté de la tribune pour faire un petit commentaire à chaud. Là, je peux vous dire un certain nombre de choses. Il y a eu hier à Moscou une très grande réunion publique avec les micros et la télévision de M. Poutine avec un grand nombre de représentants, les chefs de grosses entreprises et banques russes, où M. Poutine a voulu les rassurer devant nous sur les conséquences économiques et financières qui seraient faibles, disait-il, de l'invasion, de la dénazification, c'est le terme utilisé, de l'Ukraine pour le bien de l'humanité de manière générale. Vous savez qu'il y a des années que je m'oppose, contrairement à un certain nombre de blogueurs, à l'utilisation de nazi comme le terme utilisé systématiquement pour les Ukrainiens dans une préparation psychologique manifestement de l'usage que M. Poutine fait maintenant de dénazification. Bon, il se fait que quelques heures après l'exposé de M. Poutine, M. Biden à Washington, le président des États-Unis, a fait une grande déclaration sur les mesures de type économique et financier prises par les États-Unis. Bon. Alors, on va interdire ceci, cela, etc. Ce qui a frappé les reporters présents, qui ont posé des questions par la suite, c'est qu'on n'a parlé ni de saisir la fortune personnelle de M. Poutine, ni d'interrompre les communications SWIFT. Alors, si vous n'êtes pas au courant, SWIFT, c'est une coopérative, une société coopérative de fait de statut, située à La Hulpe, c'est-à-dire à quelques kilomètres en dehors de Bruxelles, qui a été créée en 1973. C'est un outil de télécommunication entre les plus grandes banques du monde. Ça a remplacé l'usage officieux du système Telex qu'utilisaient les banques. Ce n'est pas une chambre de compensation comme Clearstream. Une chambre de compensation a une responsabilité qu'elle assume quant à la qualité des opérations qui ont lieu. Ce n'est pas le cas pour SWIFT, c'est autre chose, c'est simplement de transmettre grâce à des indices, des identités d'opérations comme l'IBAN et le IBAN et le BIC, voilà, de permettre la communication entre les banques pour les transferts d'argent. Alors, c'est un outil clé et il a été question, aux yeux du public, c'est important, de parler de l'interruption possible des relations SWIFT. Il n'en a pas été question dans le discours de M. Biden, et on a posé des questions à ce sujet-là. Il a laissé entendre, et son ministre de la Défense, M. Blinken, a répété les propos un peu plus tard, en disant oui, mais les mesures qui sont prises sont beaucoup plus ciblées que ce qu'on peut faire par SWIFT.
Il n'a pas été question de saisir non plus les avoirs de M. Poutine à l'étranger, et en particulier aux États-Unis. Et là, les reporters vous ont expliqué par la suite que la raison, c'est une tradition dans le monde diplomatique, c'est que si vous saisissez les avoirs du chef d'État de la partie adverse, à ce moment-là, ça interrompt toute possibilité de future diplomatie. Or, on a besoin de diplomatie pour des trêves sur le terrain, pour des moratoires sur ceci ou cela. On va encore continuer à parler et saisir les avoirs quand même du souverain en face, ça se fait pas. Voilà, c'est trop impoli et donc on le fait pas. Même si ça pourrait être le deterrent, la mesure dissuasive la plus solide. Mais on n'utilise pas SWIFT non plus. Et là, la question se pose, pourquoi ne pas utiliser SWIFT? Et là, je vais faire quelque chose d'un peu inattendu. Je vais vous lire un texte. Je vais vous lire un texte qui ne s'applique pas du tout à l'Ukraine et à la Russie, qui s'applique aux havres fiscaux, encore appelés par malentendu dans la traduction, encore appelés paradis fiscaux de manière absolument courante. Alors, je vais vous lire un paragraphe ou deux. La question des moyens pratiques de l'élimination des havres fiscaux, une fois prise la décision de mettre hors d'état de nuire les nations ou subdivisions de nations jugées coupables, est aisément résolue, recourant à la même méthode que celle utilisée pour mettre en place un embargo financier contre l'Iran. Instruction est donnée aux chambres de compensation internationales, telles Clearstream, et messageries de transfert interbancaire, telles SWIFT, de cesser toute communication avec des destinations mentionnées sur la liste communiquée. Il s'agit d'un extrait de la chose suivante. La Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale a créé une mission d'information sur la lutte contre les paradis fiscaux, centres offshore et juridictions non coopératives, dont les rapporteurs sont messieurs Alain Boquet et Nicolas Dupont-Aignan. Intervention de M. Paul Jorion à l'Assemblée nationale le mardi 26 mars 2013. Et à ce moment-là, après que j'ai recommandé, comme je le faisais quand on me posait la question à partir de 2009, pourquoi à partir de 2009? C'est parce qu'on me posait jamais la question avant 2009, parce que j'étais totalement inconnu des journalistes. À partir de 2009, on a commencé à me poser des questions et on m'a dit, les paradis fiscaux, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, il faut couper la communication SWIFT. Mais par ailleurs, je suis pas... Vous me connaissez, je ne suis pas un naïf absolu, je ne suis pas à me dire tous les jours pourquoi est-ce qu'on n'a pas coupé les relations SWIFT, les communications SWIFT avec Trinidad et Tobago, avec les îles Caïmans, avec les îles Vierges britanniques, avec les grands centres, avec Jersey, Guernesey, l'île du Mans, les grands paradis fiscaux du monde, avec le Delaware aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Eh bien, là, je donnais la raison. Je posais la question de manière tout à fait rhétorique. La volonté de fermer les havres fiscaux existe-t-elle? Alors, je disais, voilà la chose suivante. Malgré plusieurs milliers d'années de pratiques effectives et de réflexions induites, les sociétés humaines n'ont toujours pas découvert le moyen de réguler certains comportements antisociaux parmi les plus fréquents. Par exemple, numéro 1, le commerce des paradis artificiels. Numéro 2, le commerce des relations sexuelles lorsque celles-ci sont inaccessibles gratuitement. Troisièmement, le commerce des armes. Quatrièmement, la corruption et la pratique du bakshish en matière commerciale et politique. Et la pratique du bakshish en matière politique, cela couvre en particulier les négociations autour des prises d'otages par l'ensemble des nations qui disent « nous ne verserons jamais un centime pour faire libérer un otage, même si ce sont les nationaux ». Et puis tout à coup, 3 semaines plus tard, on retrouve ces gens on les attend à l'aéroport avec la fanfare. Et qu'est-ce qui s'est passé? La transaction est passée par les paradis fiscaux ou havres fiscaux. Voilà. Alors, vous avez compris où je veux en venir. Pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas SWIFT? Parce qu'il faut choisir. Il faut choisir entre l'Ukraine et le capitalisme. Et on va essayer de sauver un peu. On va essayer de sauver un peu l'Ukraine. Pour ce qui est de sacrifier le capitalisme, là,
on va y réfléchir à deux fois. Et on va vous dire, bah, c'est très simple, c'est parce que le monde est tellement globalisé. Vous vous souvenez, souvenez-vous, c'était il y a 2 ans, c'est quand même pas, voilà, c'est pas si loin dans l'histoire. Il y a eu une province, on a confiné une province en Chine, à l'époque où on parlait pas encore trop de Covid ici, et tout à coup, il y avait plus rien sur les rayons des magasins chez nous, on pouvait plus terminer les bagnoles parce qu'il y avait des pièces qui manquaient. Vous voyez bien, on peut pas comme ça couper toutes les relations. Voilà, ce serait la plupart des choses qui nous servent à nous, elles viennent de l'étranger. Souvenez-vous de l'affaire des masques. On va plus dépendre de la Chine pour les masques quand même. On va encourager l'industrie locale en France, en Belgique, au Luxembourg. On va produire localement des masques parce que comme ça, on ne sera pas aussi dépendant la prochaine fois. Bon, alors on l'a fait. Les masques coûtaient 4 fois plus cher que chez nous. C'est pas nécessairement de la mauvaise volonté des chefs d'entreprise. C'est parce que nous vivons dans des pays où les ménages ont des frais de chauffage, ce qui n'est pas le cas au Bangladesh, qui n'est pas le cas à un certain nombre d'endroits du monde, et donc le système capitaliste veut que ce soit à l'endroit où le moins-disant, c'est pas fiscal, le moins-disant salarial est le minimum au monde, et c'est là qu'on va produire les choses, parce que les gens n'aiment pas que les choses soient chères, et si les choses étaient chères, les entreprises seraient obligées d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés, ce qui pourrait se faire que par une augmentation des salaires, et ce qui pourrait impacter sur les dividendes qu'on distribue, bien entendu, aux investisseurs, qui sont quand même les gens qu'il faut sauver dans tous les cas de figure. Voilà. Alors, nous allons faire pression sur la Russie, mais quand même pas au point que ça nous coûte quelque chose, n'est-ce pas? Et l'Ukraine là-dedans, l'Ukraine, écoutez, c'est plus comme avant, c'est plus comme à l'avant. À l'époque de Bismarck, on pouvait dire, voilà, l'esprit national, etc. Il faut pas laisser mourir des innocents, des machins comme ça. Les économies étaient beaucoup moins intriquées à l'époque. Voilà, on pouvait, un pays comme l'Allemagne produisait peut-être, je sais pas, je vais dire un chiffre, 90% de ce qu'elle utilisait sur le territoire national. Même chose en France à la même époque. Alors, on n'en est plus là, on dépend fort de la Chine. Il ne faut pas fâcher la Chine parce que sinon elle va envahir Taïwan. Ça va encore compliquer les choses davantage. Alors, il faut mettre dans la balance les questions de guerre mondiale numéro 3, mais il faut quand même pas tuer la poule aux œufs d'or, il faut quand même pas tuer le système capitaliste en arrière-plan. D'ailleurs, les gens seraient pas contents, hein, n'est-ce pas? Les gens seraient pas contents. Est-ce qu'on pourrait organiser les économies autrement qu'on le fait maintenant? Oui, c'est possible. Ah, vous essayez-vous de ressusciter le communisme soviétique? Non, le communisme soviétique, c'était du capitalisme d'État, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait faire vraiment. Est-ce qu'on va vraiment changer le système économique pour pouvoir éventuellement sauver l'Ukraine, pas cette fois-ci, mais un pays comme l'Ukraine une autre fois? On n'en a pas pris la direction. Il en a été question, vous savez, dans le discours de Toulon, M. Sarkozy, ça se passait en octobre 2008. Mais beaucoup d'eau a passé sous les ponts. Et cette fois-ci, quand il faut choisir entre sauver le capitalisme ou l'Ukraine, le choix est déjà fait. On sait déjà ce qu'on va passer aux pertes et profits. Voilà, à bientôt.